Des civilisations perdues, des cités englouties et la légendaire île de l'Atlantide. Disparue sous les flots. Dans l'histoire de l'humanité, il existe plusieurs civilisations englouties dont nous ne savons pas grand-chose. C'est un fait. Imaginez si nous pouvions vider les océans pour ainsi révéler les secrets des fonds marins. C'est maintenant possible avec les dernières technologies sous-marines. Percer les profondeurs des océans et transformer des données exactes en images 3D. Et si cet énorme temple sous-marin avait été taillé par une mystérieuse civilisation perdue? Pendant un moment, je pensais que les ruines du Machu Picchu étaient au fond des océans. Pourquoi ces pierres parfaitement circulaires reposent-elles au fond d'une baie en mer Égée? Il y a des formes qui n'ont pas lieu d'être au fond de l'océan. Et s'il s'agissait des restes d'une ancienne cité? Certaines parties commencent tout juste à se révéler. C'est sublime. Est-ce que la vraie cité de l'Atlantide est sur le point d'être dévoilée? Les gens veulent croire aux mythes tels que l'Atlantide, croire en l'existence d'autres mondes. Les histoires des cités englouties nous ont toujours fascinés. La plus attrayante de toutes, l'Atlantide. Elle est décrite pour la première fois par Platon, philosophe antique, comme une civilisation éblouissante détruite par les dieux pour punir l'orgueil humain. Les gens sont liés à cette histoire à cause de cette idée de civilisation ancienne à partir de laquelle nous aurions évolué. La légende de l'Atlantide fait partie de celle qui ne mourra jamais. Le fait de savoir qu'il y a une ancienne civilisation avec ses temples, ses statues et ses routes qui s'étendent dans les profondeurs marines, c'est tout à fait captivant. 2000 ans plus tard, la légende de l'Atlantide continue de fasciner les archéologues de renom, ainsi que les producteurs de films de série B. Atlantis is the story of those who, like today, would use the marvels of science to conquer and enslave. Atlantis, a world that worshipped strange gods of science, a science gone berserk. Platon aurait adoré ce film. Il aurait dit « Au moins les gens m'écoutent. Ils prennent mon histoire au sérieux. » Il aurait vraiment savouré ce film. En se servant de la science et non de la science-fiction, le drainage des océans révèle de nouvelles preuves de l'Atlantide, ainsi que d'autres histoires de grandes cités englouties dans le monde entier. Les eaux se retirent autour de cette île japonaise, Yonaguni. Et une mystérieuse formation commence à apparaître. Cela pourrait-il être l'œuvre d'un ancien peuple très avancé? L'île de Yonaguni se situe en mer de Chine orientale. Ses eaux sont périlleuses. Des bancs de requins-marteaux circulent au milieu de puissants courants. Les typhons y sévissent fréquemment. Pour les plongeurs, c'est le défi ultime.
Kiyashiro Aratake est l'un des premiers à l'avoir tenté. L'eau était claire comme du cristal. J'avais l'impression que le ciel se reflétait dans l'eau. C'était un spectacle magnifique. Alors qu'il était à la recherche d'un nouveau site de plongée, il a fait une incroyable découverte. J'ai vu une formation qui ressemblait à des marches. On aurait dit les vestiges de culture en terrasse. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais affaire aux ruines du Machu Picchu. J'ai appelé ce magnifique endroit les ruines sous-marines. Quel spectacle extraordinaire! Ces ruines couvrent la surface de 5 terrains de football. Et leur sommet culmine à la hauteur d'un bâtiment de 8 étages. Les volets de marche en pierre sont apparentes depuis la base. Et les formes sont étonnamment régulières de chaque côté. Il est évident que cette forme ne peut être naturelle. Il y a eu intervention humaine. J'en suis certain. De quoi peut-il s'agir? La plongée sous-marine est une première approche. Mais pour mener une étude scientifique, il faut faire appel aux dernières techniques de numérisation. Nous savons que les hommes ont vécu sur les côtes de l'île de Yonaguni. En revanche, nous ne savons presque rien d'eux. C'est une époque qui nous est inconnue. À l'aide de sonar, Hironobu Kan numérise une carte digitale complète des fonds marins. En utilisant ces données, il sera possible de découvrir ce qui se cache sous les eaux, et ce, dans les moindres détails. Les sommets de la mystérieuse structure commencent à apparaître. L'eau se retire doucement et lève à nouveau le voile sur ces terrasses. Le monument sort des flots et révèle ses véritables dimensions. Vaste, imposant, spectaculaire. Cette incroyable découverte suscite l'intérêt du monde entier. Plongeurs, journalistes et équipes de télévision accourent à Yonaguni avec la même question. Quelle est cette mystérieuse structure? Les chercheurs ne se font pas attendre non plus. Parmi eux, le professeur Masaaki Kimura, l'un des meilleurs géologues marins. Lorsque j'ai plongé pour étudier cette structure, j'ai tout de suite eu l'impression qu'elle avait été fabriquée par l'homme. Il découvre plusieurs éléments qui corroborent le signe d'activité humaine. Ici, vous remarquez quelque chose qui ressemble à l'entrée principale d'un château. On dirait une sorte de tunnel par lequel passaient les habitants. De l'autre côté du tunnel, une route forme une boucle autour d'une volée de marche, surveillée par 2 mystérieux objets en pierre. Il y a des espèces de renflements de part et d'autre. Si vous y regardez de plus près, vous verrez qu'il s'agit tout simplement de tortues qui lèvent la tête. C'est très net.
Selon le folklore japonais, le dieu dragon Ryujin vit dans un palais sous-marin sous la surveillance de tortues. Pour le professeur Kimura, ce détail confère au bâtiment toute son importance. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez ce chemin, vous arrivez à cet endroit. Cette partie triangulaire a été surnommée la piscine. Étant donné sa dimension et sa profondeur, nous supposons que les gens devaient s'y baigner. Ces eaux sont très proches de la surface et les rayons du soleil n'ont pas de mal à les réchauffer. En gros, c'était une sorte de piscine chauffée. C'est l'idéal, non? Mais les éléments les plus frappants sont ces larges terrasses, suffisamment grandes pour soutenir des milliers de personnes. Le professeur Kimura pense que le tunnel, les marches, les tortues et les terrasses convergent vers une seule et même chose. D'après sa forme, je dirais que c'était une sorte de château. Mais pour prouver sa théorie, le professeur Kimura doit mettre la main sur les artefacts des anciens habitants. Il parcourt la structure à la recherche de preuves et découvre ce qui ressemble à des outils primitifs. Puis derrière un grand mur, il fait une remarquable trouvaille. Regardez, un symbole y est inscrit. Il y a aussi 2 trous. Il devait probablement suspendre cet objet ainsi. Par ici, il y a quelque chose qui ressemble à une lettre. C'est peut-être une sorte de talisman qui protégeait les habitants. Pour le professeur Kimura, il n'y a pas le moindre doute. Les artefacts et les formes régulières du monument prouvent que des humains ont vécu ici il y a 8000 ans. Puis les océans ont pris possession de la terre de ce peuple de bâtisseurs. Mais quelle est la véritable histoire de l'île de Yonaguni? Pour le professeur Kimura, cet ouvrage sublime, situé au large des côtes du Japon, est en fait un gigantesque château construit bien avant les pyramides d'Égypte par une civilisation inconnue. Mais qu'en est-il vraiment? Maintenant que l'eau a été évacuée, le monument peut être examiné de façon précise. Les bords semblent droits et réguliers, comme s'ils avaient été taillés par l'homme. Mais une étude approfondie révèle autre chose. Les surfaces sont parfaitement lisses. Le monument n'aurait donc pas été assemblé à partir de blocs de pierre. C'est en fait une seule masse de roches solides. La zone pyramidale et le promontoire qui se situe à l'arrière sont reliés entre eux. La surface du terrain présente de nombreuses rainures, ce qui a pu nous laisser croire qu'ils sont séparés. Mais après examen, il s'avère qu'il s'agit de la même roche. La forme basique du monument est manifestement naturelle. Mais qu'en est-il du tunnel, des marches, des tortues et de la piscine? Une ancienne civilisation aurait-elle su travailler un énorme rocher jusqu'à lui donner l'apparence d'un majestueux château ou d'un temple? L'étude du promontoire sur le rivage devrait nous apporter des réponses. Toutes ces formes que l'on retrouve sur le monument présentent les mêmes particularités, tout simplement parce qu'elles ont la même origine. Elles sont toutes en grès, un matériau qui, en cas de tremblement de terre, peut se fracturer en longues failles verticales et ainsi créer des formes angulaires qui ressemblent à des marches d'escalier. Lorsqu'un objet comme celui-ci est placé dans les profondeurs, l'eau se charge d'en éliminer tous les débris et finit par sculpter ces espèces de marches. Elles n'ont donc pas été travaillées par l'homme. L'absence de marque d'outils apporte une preuve supplémentaire.
Les forces qui ont façonné ces formes sont d'ordre géologique. Mais qu'en est-il des artefacts? Si ce monument n'a pas été construit par un peuple ancien, peut-être a-t-il été occupé par des humains qui gravissaient ces marches jusqu'à ces terrasses naturelles. Cependant, aucun autre objet n'a été retrouvé jusqu'à présent. Ce qui laisse à penser que le talisman et les outils ont peut-être été largués depuis un bateau qui passait dans les environs et sont tombés sur cet édifice par hasard. Ce dont je suis sûr concernant Yonaguni, c'est qu'il n'y a rien qui puisse prouver une quelconque occupation humaine. Il n'y a pas un seul mur sur le site, c'est vraiment le néant. Aucun humain n'y a jamais vécu. Le monument de Yonaguni est une formidable formation naturelle forgée par d'énormes forces géologiques. Mais ces formes semblent si régulières que beaucoup croient qu'il avait un but précis. Si vous débordez d'imagination, vous pouvez arriver à la conclusion qu'une ancienne civilisation a vécu dans ces ruines. Mais je fais partie de ceux qui réfutent cette idée. Ce n'est qu'une question de géologie. Nous voulons croire que la science n'a pas toutes les réponses. Nous voulons croire qu'il y a quelque chose avec lequel nous nous sentons connectés spirituellement et qui n'a pas déjà fait l'objet d'une découverte scientifique. Et toujours parmi ces fervents adeptes se trouve le professeur Kimura. Il reste convaincu que ses ancêtres ont habité ce monument. Il continue de chercher des preuves afin de faire taire les sceptiques. Dans les profondeurs des fonds marins reposent plusieurs signes de civilisation perdue potentielle. Alors que l'eau continue de se retirer, de stupéfiantes structures émergent comme dans ce coin paisible de la Méditerranée. Cet enchevêtrement de pierres représente-t-il les vestiges d'une grande cité d'autrefois? La baie d'Alikanas, un site très touristique de l'île de Zakynthos, en Grèce. Le plongeur Pavlos Voutos se prépare pour prendre quelques photos sous-marines. J'ai plongé pour prendre quelques photos. Des vues d'ensemble de poissons, de plantes, de pierres, de formations naturelles entre autres. Des choses de la vie subaquatique. Pavlos s'éloigne de la baie à la recherche d'eau plus claire. Et tout à coup, il aperçoit quelque chose qui changera le cours de sa vie. C'était très étrange. Elle ne ressemblait pas aux pierres que l'on trouve sur le port ou sur la plage. J'ai vraiment eu la sensation d'être tombé sur quelque chose qui avait été fabriqué par l'homme. Les ruines s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Cette zone est tellement vaste que Pavlos est persuadé d'avoir trouvé les restes d'un village entier. Il y avait des pierres de toutes formes possibles. Certaines ressemblaient à des trottoirs ou à des murs qui seraient tombés avant de se briser en plusieurs morceaux. Ces formes ne peuvent pas être naturelles. J'ai tout de suite pensé à un palais, des temples et à une vie antérieure. C'est une découverte inoubliable. Cette découverte fait écho dans le monde de l'archéologie. Le professeur Michael Stamatakis se rend immédiatement à Zakynthos pour enquêter. Quand j'ai pu voir quelques photos du site, je dois avouer que j'étais confus. Et je me suis dit qu'il devait y avoir des objets fabriqués par l'homme.
Le professeur Stamatakis se rappelle avoir vu ces mêmes formes sur le site d'une ancienne cité construite il y a 2000 ans. Vous apercevez la gravure juste ici, ou ce qui y ressemble. Et par là aussi. Nous avons découvert un site similaire à Alikanas, mais en taille réduite. Il était plus long, mais aussi assez étroit. Si les mêmes formes gisent dans le fond marin, ceci pourrait indiquer la présence d'une ancienne cité engloutie sous la baie, oubliée depuis des siècles. Si vous montrez ces deux photos à n'importe quel scientifique, il vous dira qu'elles sont identiques. Mais la simple comparaison de ces deux images n'est pas suffisante. Une étude sous-marine est le seul moyen d'obtenir une représentation complète de la structure. Simon Brown est un spécialiste en modélisation 3D. Mais cette tâche est immense. Pour le moment, nous ne connaissons pas la taille exacte de cette zone. Selon moi, elle serait de 6 hectares, ce qui est 2 fois la taille du plus grand site sur lequel j'ai travaillé jusqu'à ce jour. La première étape sera d'étudier le site et pour ce faire, nous utiliserons ce GPS sous-marin. Il est équipé d'un flotteur de surface qui transmettra un signal au groupe qui se trouve au fond. Par la suite, il produira une carte, ou devrais-je dire une carte approximative du site en question. Il rassemble également des données GPS et bathymétriques et c'est ainsi qu'on obtient la réelle représentation de ce qui se trouve sur le fond marin. C'est un site étrange. Il y avait des éléments que je n'avais jamais vus nulle part ailleurs. On aurait dit qu'ils avaient été déplacés. Et j'ai commencé à apercevoir des formes plus régulières qui ressemblaient à de la roche taillée. Donc je me suis demandé s'ils avaient été fabriqués par l'homme. Seraient-ce les vestiges d'une ancienne cité? Simon prend 4000 photos en haute résolution, puis il localise chacune d'entre elles par GPS avec une extrême précision. Avec ces images, il est à présent possible de faire une chose qui n'a jamais été réalisée auparavant: assécher la baie d'Alikanas afin d'obtenir un plan 3D des fonds marins. Alors que la Méditerranée commence à se retirer, un monde resté invisible pendant des milliers d'années est dévoilé. Premièrement, le littoral rocheux est mis à nu. Puis des formes régulières apparaissent, dissimulées dans les profondeurs. Seraient-ce les bases de colonnes de pierre qui formaient autrefois une grande colonnade? L'emploi de colonnes constitue un tournant dans l'architecture grecque antique. Les premiers temples dédiés aux dieux étaient en bois. Puis les bâtisseurs adoptèrent la pierre. Une colonnade dans la baie d'Alikanas prouverait l'existence d'une importante ancienne civilisation. Mais certains spécialistes restent dubitatifs. Partout dans le monde, il existe des structures qui ressemblent à des constructions humaines. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. J'ai travaillé sur une multitude de projets sur lesquels certains s'obstinaient à croire que ce qu'ils avaient trouvé correspondait à leur théorie ou à ce qu'ils cherchaient. En tant que scientifique, mon travail est d'examiner les preuves afin de savoir ce qu'il en est réellement. Les dernières technologies sous-marines permettent d'étudier les fonds marins afin d'y déceler la présence d'une activité humaine. Des ustensiles de cuisine, des traces de foyer, des outils agricoles, des armes. Tout objet en métal, en argile ou en pierre aurait parfaitement résisté au temps.
Mais il n'y a rien. C'est une bâtisse très impressionnante, mais encore une fois, elle ne correspond en rien à ce qu'on connaît en termes de construction faite par l'homme. C'est presque trop beau pour être vrai, même si cela nous amène à nous poser des questions. Mais il y a clairement une absence d'activité humaine sur cette zone. Pas de vestiges de foyer, ni de poterie, ni de murs. Ce sont des indicateurs plutôt clairs, selon moi. Ce qui signifie que ces vestiges, quels qu'ils soient, ne sont pas les reliques d'une civilisation perdue. Alors, que sont-ils? Tout d'abord, je voulais voir le matériau en question. Pas seulement à travers les photos, je voulais le toucher. C'est très friable. Peut-on construire un édifice avec? C'est difficile à dire. Les bases des colonnes sont composées de ce matériau friable. Je dirais simplement que c'est de la boue durcie, rien de plus, comme celle qu'on retrouve aux abords de la falaise. Des analyses plus approfondies révèlent que ces formations sont appelées concrétions par les géologues. Ce sont de solides blocs de roches sédimentaires formés par une puissante activité volcanique. Les courants sous-marins relâchent du méthane depuis les profondeurs de la Terre. Méthane, microbes et sédiments sont à l'origine des formes circulaires régulières. Loin d'être une relique de la Grèce antique, ces édifices étaient présents avant l'occupation humaine, il y a 5 millions d'années. Malgré les preuves qui réfutent sa théorie, Pavlos Voutos reste convaincu que sa découverte est l'œuvre de ses ancêtres. J'ignore si c'était un palais, un château, des temples ou juste des maisons. C'est aux scientifiques de le déterminer. Mais pour moi, ce sont des signes de civilisation. Les civilisations classiques dominent la Méditerranée pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, le long de ces rivages, les histoires de cités englouties ne manquent pas. Alors que les eaux qui bordent la Grèce se retirent un peu plus, un sublime point de vue subaquatique voit le jour. Ces ruines appartiendraient-elles à une ancienne cité perdue? Le village d'Elafonissos se situe sur une petite île au large des côtes grecques. De prime abord, il s'agit d'une ville portuaire ordinaire. Mais en 1967, à moins d'une centaine de mètres de l'océan, quelque chose a attiré l'attention d'un archéologue marin de passage. Par 4 mètres de fond, muni d'un masque et d'un tuba, Nicolas Fleming entrevoit des formes régulières sur le fond marin. Puis en explorant davantage, il voit ce qui, selon lui, est la preuve d'activité humaine. J'ai regardé ces rangées de pierres et j'ignorais complètement ce que cela pouvait être. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'elles avaient été fabriquées par l'homme et qu'elles appartenaient à la structure d'une ville. Mon sang n'a fait qu'un tour. Nicolas Fleming est persuadé d'avoir fait une découverte. Mais se pourrait-il que ces formations, qui imitent pourtant les constructions humaines à la perfection, soient d'origine naturelle, tout comme les concrétions de la baie d'Alicanas? L'année suivante, Nicolas retourne sur place avec une équipe de géomètres. Ils prennent les mesures précises du site et les résultats sont ahurissants. Le lieu est parsemé de signes d'activité humaine. Casseroles, cuves de stockage et outils recouvrent une grande partie du fond marin. Plus aucun doute n'existe, le docteur Fleming a découvert les vestiges d'une ancienne cité. Elle est baptisée Pavlopétrie, d'après une île voisine. Mais qui l'a construite? Et quand? Une génération d'archéologues cherche encore les réponses à ces questions.
J'ai toujours été intéressé par les édifices et les villes englouties, et je m'étais renseigné sur Pavlopétrie dans ma jeunesse. Savoir qu'il y a une ville préhistorique subaquatique encore intacte, c'est très romantique, très palpitant. Le docteur Anderson peut enfin réaliser son rêve d'enfant en explorant ce monde sous-marin. Ici, nous avons une meule en pierre. Nous remarquons que sa surface est très incurvée juste ici. Elle servait à moudre les grains pour en faire de la farine. Elle est en assez bon état, pas mal. Il y a une grande amphore. Une amphore, 2 amphores, 3, 4 et 5. Maintenant, on sait à quoi correspondent ces petits éléments qui sortent du sable. Ça, c'est la forme d'une amphore. Elle est sur le côté. Il y en a une autre ici et une autre par là. Plus il progresse dans la baie, plus les traces de présence humaine se multiplient. Ceci est une tombe, fabriquée à partir de plaques de pierre. Elle est minuscule. C'était probablement pour un enfant. J'en ai compté pas moins de 40 sur tout le site. La plongée nous permet d'entrevoir les objets de l'époque à même le sol. Mais il est impossible d'en obtenir une représentation complète. Pour ce faire, un travail de cartographie doit être réalisé à l'aide des dernières techniques de numérisation sous-marine. J'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité de nager sur le site et de l'étudier de façon presque chirurgicale. Grâce à la technologie dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons créer des représentations réalistes en images 3D assez facilement. En utilisant ces données, il est possible d'évacuer l'eau qui se trouve au-dessus de Pavlopétrie et ainsi ramener à la lumière un monde oublié et une véritable cité engloutie. Lorsque la baie est entièrement vidée, tout devient clair. Ces lignes sont les fondations des bâtiments disposés dans des rues dégagées. Le cœur de la ville est un grand espace ouvert, peut-être la place d'un ancien marché. Et à proximité, on aperçoit les ruines d'une grande bâtisse qui peut correspondre à un édifice public. Ces vestiges recouvrent 8 hectares. La ville aurait hébergé 4000 personnes. Une ancienne cité autrefois prospère. Le prochain défi est de lever le voile sur ses constructeurs et sur sa date de fabrication. Nous connaissons l'âge de cette ancienne cité, et ce grâce à la présence de poteries. On est capable de les dater assez précisément, surtout dans cette partie du monde. Nous avons trouvé de la poterie datant de la fin de l'âge de pierre. Par conséquent, cette cité a été occupée il y a environ 5500 ans. Nous avons également trouvé de la poterie datant de 1100 avant Jésus-Christ, ce qui prouve que cet endroit a été occupé sans interruption tout au long de l'âge de bronze. Pavlopétrie a été occupée pendant 2400 ans lors d'une période révolutionnaire du développement humain. À son apogée, à l'âge de bronze, en 1700 avant Jésus-Christ, elle ressemblait à ça. Un exemple parfait de la période pendant laquelle les Européens commençaient à vivre dans des villages en pierre avec des rues régulières. Mais une question demeure, pourquoi les constructeurs ont-ils choisi cet endroit en particulier, une zone isolée de la Grèce antique ? L'inspection des fonds marins qui longent l'ancienne cité
révèle un indice d'une importance capitale. Au bord de la cité, un énorme banc de sable s'étend dans l'océan. Pendant l'âge de bronze, les habitants ne construisaient pas de port à partir de blocs de pierre. Ils ramenaient tout simplement leurs barques sur ce fameux banc de sable. Grâce à sa localisation, Pavlo Petri pouvait tirer profit des routes de commerce qui ont explosé pendant l'âge de bronze à travers la Méditerranée. Les preuves d'activité commerciale précoce sont partout. Il est intéressant de constater que beaucoup de matériaux arrivaient ici. Nous avons trouvé des milliers de fragments de grandes cuves de stockage qui ont été utilisés pour entreposer de l'huile d'olive, du vin et à peu près tout ce qui pouvait l'être. Et ce n'est pas tout. Pavlo Petri est aussi un centre de production. Nous avons également trouvé des traces de métiers à tisser. Bien plus que pour un simple usage domestique. La production de textiles était vraisemblablement la spécialité ici, et les produits étaient exportés. Pavlo Petri était une remarquable et dynamique ville portuaire, un important centre de commerce et de production. Mais comment une métropole si avancée pour son époque s'est-elle éteinte ? L'un des aspects intéressants concernant Pavlo Petri et son immersion, c'est qu'il n'existe aucune référence historique à ce sujet. Elle a été engloutie sous les eaux et complètement oubliée. Aucune source classique ne fait référence à sa disparition, et ce jusqu'à sa découverte au XXe siècle. La numérisation par balayage de la baie pourrait nous expliquer ce qui est arrivé à Pavlo Petri. Aux abords de la ville, on décèle 3 mystérieuses lignes. Ce sont des bandes de roches de plage formées par l'action de la lumière du soleil sur l'eau salée. Elles ne se forment qu'à proximité du rivage, ce qui ne signifie qu'une seule chose, les tremblements de terre sont la cause de son immersion. Il y a eu un premier tremblement de terre qui a entraîné une partie des ruines sous l'eau, un deuxième, puis un troisième qui l'a totalement fait disparaître. Pavlo Petri est l'un des sites les plus importants de l'âge de bronze et la ville engloutie la plus ancienne jamais découverte. Mais elle n'est pas la seule. John Anderson pense qu'il existe d'autres cités englouties tapies sous les eaux qui attendent d'être découvertes. Beaucoup des prochaines découvertes viendront du fond des océans. Nous pourrons alors réécrire ce que nous savons à propos de l'histoire de l'humanité. Pavlo Petri est un site incroyable, mais ce n'est pas la légendaire cité de l'Atlantide. Divers emplacements pour la ville éblouissante de Platon ont été proposés dans le monde entier. Mais la plupart des recherches universitaires pointent dans la même direction, la Méditerranée. Plus à l'ouest, de nouveaux indices voient le jour. Les archéologues auraient-ils enfin trouvé le site de la fameuse cité perdue de Platon ? Marc-André Gutscher est un géophysicien fasciné depuis toujours par l'histoire de Platon. Je pense que lorsqu'on s'intéresse à l'Atlantide, cela devient presque comme un virus ou comme les jeux d'argent. On est vite envoûté, voire obsédé. En 360 avant Jésus-Christ, Platon a décrit l'Atlantide. Une métropole ayant plusieurs siècles d'avance sur son époque et qui fut engloutie. Marc-André Gutscher a étudié les textes de Platon à la recherche d'indices sur sa localisation. Ce pouvoir sort tout droit de l'océan Atlantique, d'une île située devant le pertuis de ce que vous appelez les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, le nom que Platon donne à la frontière maritime du monde de la Grèce antique. Plusieurs emplacements ont été suggérés. Marc-André Gutscher pense avoir la réponse, le détroit de Gibraltar.
Ici, à Cap Spartel, nous sommes sur la périphérie nord de la côte atlantique du Maroc, donc à l'entrée même du détroit de Gibraltar. À environ 10 à 15 km du nord-ouest, il y a une rive submergée. Certains pensent qu'elle aurait été habitée et qu'elle aurait formé les premières terres de la cité de l'Atlantide. Aujourd'hui, cette zone se situe sous la seconde voie maritime la plus fréquentée du monde, un endroit difficile pour des investigations subaquatiques. Lors d'une étude sur l'élévation du niveau des océans, le docteur Goodsher a tenté sa chance. À l'aide d'un véhicule télécommandé, il a défini une carte des fonds marins. Un véritable défi. C'était très éprouvant. Le remorquage de la caméra était compliqué. Il fallait stabiliser l'embarcation et maintenir le véhicule télécommandé en place. Ce fut le plus difficile. Le docteur Goodsher parvient enfin à recueillir les données dont il a besoin. En associant ces informations aux dernières images de synthèse, il va parvenir à visualiser les fonds des anciennes colonnes d'Hercule. L'un des plus grands mystères archéologiques de tous les temps pourrait être résolu. Très vite, les pierres commencent à apparaître et les contours manifestes du Nil apparaissent progressivement. Est-ce le site de l'Atlantide exposé pour la première fois? Une fois encore, les écrits de Platon regorgent d'indices capitaux. Selon Platon, la cité fut entièrement détruite en un jour et une nuit par des tremblements de terre et des inondations. La numérisation par balayage indique que l'île se situe sur une zone de subduction à la limite des plaques tectoniques qui recouvrent la surface de la Terre. Là où le plus grand tremblement de terre a frappé. Une série de puissants tremblements de terre et de tsunamis aurait balayé l'Atlantide en l'entraînant dans les profondeurs de l'océan. Nous pouvons imaginer que lors de ces tremblements de terre, il y a eu quelques affaissements. Donc, si nous prenons en compte des affaissements d'environ 20 ou 30 mètres, cela signifierait que cette île était bien plus grande à l'origine. Le drainage des océans par image de synthèse a levé le voile sur une île mystérieuse, à l'endroit même où Platon a localisé l'Atlantide. Mais un autre élément de preuve est requis pour certifier qu'il s'agit bien de l'Atlantide. Il faut trouver des traces de présence humaine. La surface de l'île numérisée en 3 dimensions est passée au peigne fin. Mais en vain. Pas la moindre trace de construction humaine n'est découverte. Aucune ligne, aucune forme géométrique qui indiquerait la présence d'une ancienne ville n'est retrouvée sur cette île mystérieuse. L'Atlantide n'a pas existé sur la minuscule île de Spartel. Et si elle a vraiment existé, les traces n'ont pas encore été découvertes. Pourtant, l'histoire de cette île engloutie n'est pas encore terminée. Il n'y a peut-être aucun signe d'une ville construite à partir de la pierre, mais les preuves recueillies sur les terres avoisinantes ont démontré que pendant l'âge de pierre, lorsque les niveaux des océans étaient bien plus bas, des gens vivaient ici ou dans d'autres lieux similaires. Et pendant cette période, nos ancêtres ont réalisé les progrès les plus notables de tous les temps. Ils ont appris l'agriculture, l'élevage d'animaux, le maniement d'outils perfectionnés, la conception de maisons en bois, ainsi que le commerce. Puis arriva la fin de l'âge de glace. Progressivement, sur une période de 15 000 ans, le niveau des océans augmente de 120 mètres
et le territoire de ces premiers peuples disparaît. Leurs outils, leurs maisons et leurs armes sont emportés par les flots. Cette histoire humaine fondamentale pourrait expliquer la fascination intemporelle pour la légende de l'Atlantide. Il existe maintes et maintes histoires dans le monde qui racontent une époque où des terres autrefois habitées ont été englouties. Cette information n'aurait-elle pas étayé l'histoire de Platon sur l'Atlantide ? Je pense que dans toutes les cultures du monde, il y a un mythe sur une cité engloutie. Tout simplement parce que les civilisations se sont développées pendant cette période d'élévation du niveau des océans. Selon moi, la compréhension du passé est fondamentale pour comprendre l'évolution de l'espèce humaine. L'histoire de l'Atlantide, selon Platon, parle de la folie humaine et de la puissance des forces naturelles. Aujourd'hui, l'élévation du niveau des océans menace toutes les collectivités humaines. Certaines métropoles comme Bangkok, Ho Chi Minh Ville ou Dhaka sont en danger. Une ville en particulier préoccupe l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Orléans. Située sur les rives du fleuve Mississippi, la hauteur moyenne de la ville est de 2 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui la rend dangereusement vulnérable aux inondations. En 2005, une catastrophe arrive. L'ouragan Katrina déclenche une onde de tempête et les digues conçues pour protéger la ville sont détruites. Les inondations qui en résultent sont dévastatrices. Près de 2000 personnes décèdent et plusieurs autres se retrouvent sans abri. Et la situation de la Nouvelle-Orléans empire. La ville est littéralement en train de couler. Ici, certains quartiers s'affaissent de 5 cm par an. Étant donné l'élévation continue du niveau des océans, le moment viendra où certaines de nos habitations actuelles seront sous l'eau. Des villes comme la Nouvelle-Orléans ont toujours connu des intrusions d'eau. Et un jour viendra où nous ne serons plus en mesure de lutter contre ces intrusions. D'ici le début du siècle prochain, la Nouvelle-Orléans pourrait être inhabitable. Elle deviendra à son tour une mystérieuse ville sous-marine étudiée par des archéologues marins. L'Atlantide des temps modernes.